Manuel, Romain, comment ça va ? Ça va et toi ? Bonsoir. Ça va. Est-ce que vous saviez qu'il n'y a dans le monde que 2 types de personnes ? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord ? Romain, tu es d'accord ? Les cons et les gros cons. J'allais dire les gens avec moi et les gens contre moi. Ah oui, d'accord. Mais le mec, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu pars du principe que l'entièreté de la population te connaît déjà. Oui, évidemment. Il a eu un eye contact avec tout le monde. C'est vrai. Avec 7 milliards de personnes. C'est vrai que Romain a beaucoup d'eye contact. Ça va toi, Léo ? Ça va. Moi, je suis pas très à l'aise avec le sujet du jour parce que j'aime bien la théorie. En revanche, je vais me sentir coupable à 2-3 moments parce que je sais que je suis à la fois un type et en même temps l'autre type de personne. Je suis les deux. T'es schizo. Et je pense qu'on est un peu tous les deux. T'es bipolaire. Même si, Manuel, par exemple, je sais que tu penches beaucoup plus d'un côté. Romain... On parle de quoi exactement ? Bah, on va le dire. Ou alors, on garde vraiment le truc ambigu jusqu'à la fin. Insupportable, le truc fou furieux qui rend fou les gens. Sachant qu'actuellement, Romain, c'est pas du tout de quoi. C'est vrai. Il fait genre pour l'instant, mais il a aucune idée du sujet. C'est vrai. Manuel, tu peux nous en parler ? Oui, en fait, je pense qu'on peut distinguer 2 types de personnes. Et moi, j'utilise ces techniques assez souvent dans les équipes. Chaque fois que quelqu'un rencontre une difficulté, je lui demande systématiquement, à ton avis, pourquoi tu es en échec ? Donc, il y a 2 types de personnes face à l'échec. Face à la difficulté. Mmh. Pas forcément l'échec dans l'absolu, mais en tout cas face à la difficulté. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, ou il arrive plus difficilement que la moyenne, ou n'est pas dans le, on va dire, le rythme espéré, tu peux lui poser cette question. Et là, vont se distinguer 2 groupes. Ok. Déjà, tu fais quelque chose qui est pas forcément habituel, c'est lui poser la question. Habituellement, quand quelqu'un se trompe ou n'y arrive pas, t'as envie directement de lui dire ce qu'il faut faire, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, etc., pour que la prochaine fois, il répète pas une erreur. Ah, mais ça, c'est une connerie. En fait, mais t'as raison de le dire, mais c'est une connerie assez classique. Si tu veux pas investir sur les gens, tu leur donnes la réponse. Si tu veux investir sur les gens, tu leur apprends à raisonner. Ça, c'est ouf. Mais il y a que depuis que je te connais que je comprends la force de cette distinction-là. Ouais. Le fait de comprendre en fonction de à qui tu t'adresses, est-ce que je dois lui poser des questions pour qu'il comprenne par lui-même, qu'il apprenne et qu'il ne répète pas ses erreurs, ça te prend beaucoup plus de temps. Souvent, c'est chiant parce que c'est frustrant. Tu te dis, je vais lui dire directement ce qu'il faut faire, ou tiens, je vais faire à sa place, parce que maintenant, on a des outils partagés, etc., même dans le business. Donc, tu as envie carrément de prendre ce qu'il a mal fait, tu le fais à sa place et tu te dis, au moins, c'est fait, c'est un truc de moins à faire aujourd'hui. Et c'est con parce que tu vas le refaire tous les jours, la plupart du temps, si tu passes pas plus de temps et d'énergie là-dessus. Donc moi, il n'y a que depuis que je te connais que j'ai compris que ça prenait autant d'énergie. Quel connard. Putain, elle est tellement bien placée par contre, bravo. Donc, pas mal, 8 sur 10, Manuel. Tu poses la question, t'es en difficulté, tu as échoué sur ce truc-là, pourquoi ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir donc 2 groupes de personnes qui vont se distinguer, que j'appelle les externalistes ou les internalistes. Oula, on dirait que c'est un programme politique là. Non, c'est 2 mots assez simples. Oui, c'est vrai. Ah non, mais ça me fait penser aux intermondialistes. On y est presque. Ah oui, voilà, c'est Altermondialiste. Ah, tu vois, ça me parle pas du tout. Alors eux, c'est ceux qui font de la muscu, ça n'a rien à voir. Et j'allais dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on soulève le matin. Pardon. Mais bon, bref, ça part en n'importe quoi. Donc, les externalistes, si vous arrivez à suivre, vous êtes très très fort. Tu vois, c'est tous les mecs qui vont évoquer des facteurs externes. Ils vont te dire oui, mais j'ai perdu la motivation, aujourd'hui il fait pas beau, c'est compliqué, mes gosses sont malades, donc j'ai pas pu être concentré. Ou il fallait que j'étende le linge. Voilà. Moi j'appelle ça des connards. Hein. Oui, mais tu appelles tout le monde des connards, donc ça n'a plus aucune valeur. Même nous, d'ailleurs. Ils nous appellent des connards. Et les internalistes, c'est plutôt ceux qui, contre vents et marées, vont toujours essayer de trouver des solutions. Et vont dire ah ouais, j'y arrive pas, mais par contre j'ai repéré dans le process que si je fais comme ça marche mieux, et donc là je vais réessayer en faisant comme ça, etc. Ils vont surtout pas remettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ils vont exactement, ils vont analyser leur comportement et le processus. Donc la raison, ils considèrent que la raison de leur échec ou de leur difficulté est interne. Exactement.
D'où le nom. D'où leur nom. Exactement. C'est très bien trouvé. Je fais peut-être un amalgame, mais est-ce que les internalistes, justement, Mange au self. sont pas plus souvent compétents pour être entrepreneurs? Il y a toujours il est sur un autre fuseau horaire. Il y a un jet lag. Pour être entrepreneur, quand on disait dans les précédents podcasts que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, est-ce que c'est l'un des facteurs que tu peux remarquer et te dire, si j'arrive à gérer plus facilement les problèmes sans remettre la faute sur le monde entier et que j'arrive à les gérer moi tout seul en comprenant pourquoi, c'est plus facile d'entreprendre? Ben, on va dire que, sans enfoncer des portes ouvertes, que si tu trouves des excuses pour tout, il y a assez peu de chances que tu aies l'énergie, l'abnégation et la constance nécessaires pour monter une boîte. Motiver d'autres personnes et leur donner envie de te rejoindre et aller chercher des clients, etc., etc. Parce que quand tu entreprends, t'entends non toute la journée. J'ai un témoignage là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je... Un témoignage anonyme ou un témoignage... Non, c'est moi qui parle du coup. Ah, c'est un témoignage de toi. Donc c'est un témoignage de moi. D'accord. Une des raisons pour lesquelles je suis pas entrepreneur, c'est ça. C'est que je sais que j'ai une exigence qui est beaucoup plus élevée envers les autres qu'envers moi. Et quand je parle de ça, je parle surtout de deadline, etc. Je sais que je peux avoir mis 1 mois pour écrire un texte, parce que je considérais que ça valait le coup et qu'il fallait que je prenne mon temps. Mais par contre, je supporte pas qu'on vienne me reprocher un retard sur un contenu parce que la personne a mis 3 jours à répondre, tu vois. Donc je sais que je suis un peu externaliste un connard. Dans ces domaines-là. Ouais, j'accepte. Il y a une scientifique de l'université de Columbia qui a fait une étude sur 2 groupes de personnes. En l'occurrence, elle a fait l'étude sur différents groupes d'âge. Mais pour être sûr de ne pas avoir de biais liés au travail ou à l'histoire ou à l'âge des gens, etc., elle a aussi fait l'étude sur des enfants. Et elle a découpé deux groupes et elle a pris un groupe d'enfants à qui tu dis qu'ils sont super doués et qui vont y arriver très facilement, etc., etc. Et un autre groupe d'enfants à qui tu dis il va falloir travailler pour obtenir le résultat. Et en réalité, la conclusion de ces tests-là, c'est que même s'ils y arrivent tous les deux, en l'occurrence, je crois que l'expérience c'était faire un puzzle un peu compliqué, etc. Le groupe à qui tu as dit qu'ils étaient très doués et que ça allait pas être très dur, etc., se désespérait plus vite, n'allait pas au bout du projet et était distrait par le moindre truc qui passait. Ok. Alors on les a conditionnés. Parce qu'on leur a dit c'est facile, tu vas pouvoir y arriver. Donc en fait, ils commencent le puzzle, ils le finissent même pas, alors qu'il reste pas grand chose à faire. Et puis ils sont en train de jouer à l'autre bout de la pièce, ils font autre chose, ils oublient la mission, etc. Ou alors, si c'est un peu compliqué, quand tu augmentes la difficulté de l'exercice, ils abandonnent très vite. Voilà. C'est ouf. Alors que le deuxième groupe à qui t'as dit ça va dépendre de ton travail, donc plutôt un groupe internaliste, un groupe à qui tu as mis dans la tête que ça allait dépendre de soi et que de soi, eux, ils y arrivent beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment une ils se désespèrent pas. D'éducation. C'est une question d'état d'esprit. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se changer. Ok. Ça me rappelle un passage dans la bio de Elon Musk quand il disait le bingo. C'est bon. On va créer un jingle pour le bingo roman. Pour le bingo Elon Musk. Le bingo de tes livres, hein, enfin de ton livre. Quand il voulait défier certains de ses employés, plutôt que de lui dire il faut que tu fasses ça à telle date, avant telle date et de cette manière, il lui disait plutôt est-ce que tu te crois ou est-ce que tu te sens capable de pouvoir faire ça de cette manière-là avant telle date. Et la personne en face prenait ça comme un défi en se disant en fait, là j'ai trop envie d'y arriver parce que j'ai envie de lui répondre oui à ce défi-là. Et c'est complètement différent. Ça me faisait juste penser à ça. Voilà, dans la façon de s'exprimer aussi, qui est très importante, surtout en tant que manager. Mais ce truc-là est assez inquiétant parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on trouve des excuses aux gens. C'est-à-dire qu'on fait... Alors c'est très bien, mais on fait très attention. Alors le burn-out, c'est un mot qui, par exemple, le burn-out, qui est très très utilisé, peut-être un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils font un burn-out dès qu'ils ressentent une petite baisse de motivation. Ça, par exemple, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut être utilisé comme excuse pour pas faire son travail. Bah, c'est exactement ça. Et puis, c'est pratique. C'est-à-dire que ça évite de faire face à ses propres responsabilités. Ouais. Or, la réalité, c'est que, comme l'a démontré cette étude... alors on peut pas toujours vous sourcer des études parce qu'il se trouve que c'est des études qu'on achète, qui sont chères et qu'on n'a pas le droit de partager parce qu'il y a un copyright, etc., etc. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que souvent dans mes newsletters,
on me demande de mettre la source des études ou de mettre un lien vers les études, et toutes ne sont pas publiques. C'est pour ça que je ne peux pas toujours partager les études qui sous-tendent à mon propos. Manueldiaz.fr. Exactement, merci. Tout ça pour dire que c'est très lié à notre conditionnement intellectuel. Face à certaines situations, on peut être externaliste, et face à d'autres situations, on peut être internaliste. Moi, par exemple, Léo, toi, je pense que tu es ou externaliste ou internaliste en fonction de l'activité ou de l'objectif. Ouais, je suis pleinement, je peux être parfaitement les deux. Ou sport, ou écriture de vidéo. Non, je peux être parfaitement les deux, ça dépend de mon mood et ça dépend de l'activité. Il y a des trucs sur lesquels j'ai pas trop le contrôle et pas trop de compétences, et à ce moment-là, j'invoque la personnalité qui est très externaliste, et sinon, je suis assez internaliste. Par exemple, dans mon travail, quand je vois qu'une vidéo marche pas, et bah, je me dis pas, comme beaucoup de créateurs que j'ai pu rencontrer, et bah, c'est l'algorithme. Ça, par exemple, c'est un truc que je me suis jamais dit, parce que ça fait 10 ans que je fais ça, ou la vignette, ou le titre, et que je sais que c'est pas l'algorithme. Je sais que bah, ma vidéo, elle peut être très bien, c'est pas le problème. Mais peut-être qu'elle intéresse pas assez de gens et que j'ai pas fait assez de recherches sur est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce qu'ils vont cliquer. Peut-être effectivement que le titre est pas bon, et peut-être tout simplement qu'elle est tombée aux oubliettes parce que voilà, les gens y portaient pas assez d'intérêt, ou qu'elle est pas qualitative. T'as dit, ça dépend de mon mood. Ouais. Ça déjà, c'est ouf, c'est vraiment externaliste comme phrase. Moi, je l'entends beaucoup. C'est pas une critique parce que tu le sors très peu souvent, mais ça dépend de mon mood. Quand il est 16h et que certaines personnes se disent bon non, ça je le ferai demain, je suis pas dans le mood. Pas dans le mood de quoi, enfin tu vois, enfin moi j'arrive pas à comprendre ce truc là. Si t'as pour objectif de faire tel truc, peu importe l'heure qu'il est, bah tu le fais quoi, tu vois. Pour moi, le mood c'est pas du tout externaliste, c'est au contraire ce qu'il y a de plus interne. Ah ouais, mais moi j'arrive pas à m'écouter comme ça. Moi j'arrive pas du tout à me dire ah là je ressens le besoin de faire ça maintenant parce que plus tard, peu importe l'heure qu'il est et autre, si j'ai décidé que je devais écrire ma vidéo par exemple avant telle date, que ça soit le matin très tôt, le midi ou le soir, je sais que je vais me coucher, que ma vidéo elle sera faite après quand j'attends pas que ça me tombe dessus quoi. D'où l'importance du contexte dont on parle souvent. Le Ouais. contexte autour de nous a un impact sur notre capacité à nous mettre à l'action ou pas. Si tu es dans un environnement de travail très bordélique, qui a du bruit, etc., et que tu as besoin de te concentrer pour écrire un truc, c'est quand même pas bien facile en fait. Donc le contexte dans lequel on se place peut être une aide, une espèce de marchepied pour le passage à l'action. Si vous n'arrivez pas à bosser chez vous, allez à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques un peu partout. Il y a plein de gens qui vont plus à la bibliothèque. T'es pas obligé d'aller à la bibliothèque pour emprunter des livres. Tu peux aussi t'asseoir et bosser. Et comme t'as tout le monde dans la bibliothèque qui arrête pas de te faire bah t'es sûr de pas être emmerdé par le bruit. Donc si t'as besoin de te concentrer, que tu vis dans un petit appart, que t'as pas la place ou que t'as pas le contexte autour de toi, ben va à la bibliothèque. Ouais. Et tu verras que tu feras en 1 heure ce que t'arrives pas à faire en 4 heures chez toi. Ça me fait penser à Simon Sinek qui parle du Bingo. fait que Pardon, ça il marche est pas dans pour le les bingo, ça non, ça un peu quand je même. le cite pas à chaque fois, donc non, ça marche pas. Oh, C'est le principe du bingo. Et puis il a lu plusieurs livres. moi aussi. Ah bon? Maintenant, je peux le dire. Ça me fait penser à Simon Sinek qui explique que Télé 7 jours, ça compte pas. ça vous intéresse pas ce que je Ah. raconte, vous voulez discuter entre vous, Vas-y. faites un appel FaceTime. sinon. Non, mais Simon. Télé 7 jours, en vrai, il y avait un vrai article dedans la dernière fois et tout. Simon Sinek, il explique que quand il parle à des jeunes et qu'il leur dit dormez pas avec votre téléphone parce que c'est toxique et vous passez beaucoup trop de temps et vous vous couchez trop tard et vous vous réveillez avec le téléphone, c'est une infamie. Ils répondent tous oui, mais c'est mon réveil. Ah ouais, ça c'est Et il ouf. leur dit achète un réveil. Et ça, pour le coup, c'est une vraie excuse externaliste et que tu peux changer très facilement. Ça, c'est certain. C'est souvent là qu'on marque une barrière entre les créatifs et ceux qui sont plus exécutifs, qui est la même entre les matheux et les littéraires. Elle existe. Je pense que cette barrière, c'est basé quand même sur des faits. On a des personnalités extrêmement différentes, mais il faut pas non plus trop se reposer dessus. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps. J'ai cru que parce que j'étais un créatif, je devais avoir la tête constamment dans les nuages et surtout pas m'imposer des règles, etc. C'est la pire chose à faire. Et je vous invite à lire Turning Pro, qui parle de ça. C'est l'auteur de La guerre de l'art, qui est un de mes livres préférés. Et en fait, il parle de ce truc-là, de cette transition, en disant, ok, les écrivains amateurs peuvent se permettre d'être des artistes qui n'ont pas d'horaire, etc. Mais il y a un moment où il faut devenir professionnel, et un professionnel travaille tous les jours. Il est à 8 heures à son bureau en train d'écrire. Et il doit écrire un nombre de feuillets par jour. C'est vraiment la réponse à ce problème de l'internaliste ou de l'externaliste, c'est tout simplement je cherche le mot, la rigueur. C'était pas le mot que je cherchais, c'est pas grave.
Non, mais ça correspond à ce que tu dis sur le process. Tu vas nous faire ta citation de Elizabeth King. Ah, citation d'Elizabeth King exceptionnelle. Le process nous sauve de la pauvreté de nos intentions. Exactement. Magnifique phrase. Je l'ai jamais entendu. Je te l'ai dit la semaine dernière, Romain. Je l'ai jamais entendu. Vous comprenez, on revient au début du podcast, quand je vous disais que c'est la première fois que je découvre l'immensité du travail à produire. Romain, toi, t'as l'impression d'être externaliste parfois ? Du moment où t'es un être humain, je pense qu'il y a forcément des moments où tu l'es. Mais je suis très content d'être avec des gens assez proches qui me le rappellent dès que je le suis, pour vite y remédier. C'est marrant, ça peut être un vrai code de langage. T'es un peu internaliste là. Non, mais tu sais, juste le regard avec le... T'es sûr de ce que tu dis là ? Juste le fait de faire... Ah ouais, non, en fait... D'être challengé. Mais ça, c'est important ce que tu dis. Quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage ou dans votre travail qui vous dit « Ouais, non, mais ça, j'ai pas pu le faire parce que il faisait pas beau ou parce que j'avais pas reçu le truc à temps » ou leur dire « Bon, t'es un peu... Ça peut devenir une insulte sociale. T'es un peu externaliste là, je trouve. » Et le truc que j'ai appris avec toi, Manuel, c'est de supprimer la phrase « j'ai pas le temps » avec le « j'ai pas pris le temps ». Ouais. Oh, ça, psychologiquement, tout seul. En fait, c'est pas pour les autres, on s'en fout. De toute façon, pour les autres, c'est la même chose, tu l'as pas fait. Donc, de toute façon, que tu dises aux autres « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas pris le temps », mais psychologiquement, t'es soit en train de te dire « est-ce que ça fait vraiment partie de mes priorités ?» justement, j'allais dire, c'est encore mieux. Ça fait pas partie de mes priorités. Mais en fait, c'est juste arrêter de se mentir. Ouais. Parce qu'on a dans notre vocabulaire du quotidien des tonnes de choses qui sont des petits mensonges admis. Ouais. Donc, j'ai pas pris le temps. T'es très élégant aujourd'hui. Ta gueule. J'ai pas le temps est un mensonge admis. Ça fait partie de cette catégorie-là. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Toi, Manuel, t'es externaliste à certains moments ou pas ? Sur le perso, plutôt. Moi, j'ai l'impression qu'on peut aller être plus facilement sur le perso. Enfin, surtout, je pense, Manuel et moi, mais sur le plan pro, moins. Pas beaucoup. Parce que moi, je suis très, très cash. Manuel, pourquoi t'as pas écrit de newsletter la semaine dernière ? Parce que j'étais à Genève et que j'avais 2 enfants turbulents avec moi. Externaliste. Un peu externaliste, ça. T'avais le temps. T'as eu le temps d'aller aux toilettes, donc t'as eu le temps. Parce que tu crois que j'écris une newsletter en pissant ? C'est sympa pour les gens qui la lisent. Externaliste. On voit bien qu'il a jamais rien écrit de sa vie. Mais là, on marque un vrai point, c'est que quand Romain me dit « j'ai écrit », je sais que ça a pas pris un mois. Je sais que ça lui a pris la matinée, ça lui a pris du temps. Mais on fait pas le même métier. Donc, il y a un contexte à mettre là-dessus aussi. C'est-à-dire que moi, si je dis j'ai écrit, c'est que j'ai écrit pendant un mois parce que moi, la base de mon travail, c'est l'écriture. Romain, la plupart du temps, quand, comme aujourd'hui, il est crevé, c'est parce que toute la journée, il a fait des trucs, il a fait des mails, etc. Il a fait un truc plus dans ton business à toi. Donc, ça dépend aussi de notre activité, de ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, oui, l'écriture, c'est une tâche à faire après avoir eu une longue réflexion sur le sujet. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'indirectement, je lis des articles, je lis des trucs, je me renseigne sur... Mais en faisant plus des choses pratiques que théoriques. Et à un moment, j'accouche, quoi. Voilà. Un moment... Quoi ? Non ? Oui. Un moment, voilà. C'est un accouchement. Ouais, à un moment, je me dis, bon, allez, tiens, dans 3 jours, je l'ai fini, ça y est, je commence à l'écrire. En général, quand je commence à l'écrire, je t'envoie déjà la V1, ça te rend fou. Parce que Léo, il me dit, non. Bah, c'est souvent une fausse couche. Alors, non, mais c'est exactement ça. Quand Romain m'envoie une V1, c'est une V03. C'est-à-dire qu'il me dit, ah, mais je l'ai pas relu. C'est vraiment la rage, parce que ça me rassure psychologiquement de me dire, tu vois, tu l'as écrit. Je dis, mais t'as écrit un texto, en fait. C'est un peu ça. Tu m'envoies pas un truc que t'as pas relu. Réécris-le. Et d'ailleurs, je te le dis maintenant, te dis, bah, tu le réécris et tu me renvoies la V1. Maintenant, je le fais même sans te l'envoyer, c'est-à-dire que je l'écris, je me dis, bon, je n'ai rien terminé, j'attends demain matin je le relis. C'est que tu te l'envoies. En plus, ça te fait la surprise d'avoir un SMS. Qu'il est con. La dernière fois que vous avez été externaliste ? Aujourd'hui, à mon avis, sur un truc à la con. Ah, donc ça t'arrive ? Bah, c'est sûr. T'es souvent un connard ? Avec moi-même, ouais. Ah, d'accord, déjà le discours change. Avec les autres aussi. Ouais, avant, les autres, c'est des connards. Lui, c'est un connard, mais avec lui-même. Ouais. Un connard de haute voltige. Non, mais on va dire qu'aujourd'hui, je passe plus pour un connard envers les autres parce que je suis beaucoup plus franc et beaucoup plus cash qu'avant. Quel est le rapport avec le sujet ? Je sais pas, je te réponds. C'est fou. Il y a toujours un moment où il s'égare. Le bingo, il allait partir sur complètement autre chose. Maintenant, on le détecte.
Les gens, je pense, n'ont pas encore l'habitude. Mais maintenant, nous, on le détecte quand il part en couille. T'as un souvenir, toi, de quand est-ce que t'as été externaliste pour la dernière fois? Il y a 10 secondes, je pense, à peu près. Ah oui? Non, je sais pas. Moi, je suis très souvent. Non, en vrai, je pense que je suis vraiment beaucoup plus souvent internaliste. Je me mens pas trop à moi-même, mais j'accepte d'être une merde parfois. Ouais, mais moi, c'est ce qui me fait chier souvent avec Sans Léo. problème. Voilà, et c'est exactement ça, Manuel. C'est que parfois, il a aucun problème Ouais. à se dire oh, oui, c'était les deadlines, mais bon. Mais Et alors mais je suis hyper à l'aise dans ce mode de vie. C'est fou. Je me sens trop bien parce que je me mens pas à moi-même et en même temps, je m'en fous un Je peu. suis tellement content que t'es un agent, putain. Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pourrais pas être entrepreneur. Non, vraiment, souvent, j'accepte mon sort. Je crois que la vie m'a appris à accepter mon sort. Ah, mais ça, c'est externaliste de ouf de dire ça. T'es d'accord, Manuel? Mais pas du On tout. n'apprend pas ton sort. À l'âge que t'as, tu peux changer 10 000 fois si t'en as vraiment envie. Mais quoi? Mais c'est pas du tout externaliste. Je suis en train de te dire l'inverse. Que j'ai conscience des choses, mais que je les accepte. C'est pas du tout externaliste. Oui, mais ça voudrait dire qu'il y a des Attends, choses. il est en train de comprendre le sujet. Ça voudrait dire qu'il y a des choses que tu aimes pas trop attendez, chez les toi, gars, mais parce que tu gardes. Quoi. Externaliste, faut forcément être à l'extérieur. Ça n'a pas lieu quand t'es chez toi. Non, On est bien jamais. d'accord. Jamais. Qu'est-ce que t'allais dire? Je sais pas. Non, moi souvent j'accepte mon sort, mais j'essaie de corriger ce truc-là. En fait, je connais mes priorités. Et si ma priorité, c'est d'écrire le meilleur truc possible, parfois je sais qu'il faut que je prenne le temps. C'est tout. Et j'essaie de constamment doser ce truc-là en me disant, il y a des jours où je me dis, bon, là j'aurais peut-être pu faire un peu plus, enfin faire un truc déjà. Et il y a des jours où je me dis, bah là je suis vraiment épuisé créativement. Donc je sais que je peux écrire des trucs, mais demain matin je vais tout effacer. Donc je vais plutôt aller marcher et réfléchir. Et je sais que ça marche comme ça. C'est ce qui est très difficile pour les créatifs, c'est qu'on a tellement de contre-exemples de ce truc-là. C'est-à-dire que je pourrais écrire toute la soirée, mais je sais que ça ne vaut rien. Donc c'est difficile parce que t'es constamment dans un combat avec toi-même qu'il faut essayer de doser. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et il faut pas t'interrompre à ce moment-là. Mais tu le sens. Par contre, ce qu'il faut faire absolument, c'est s'y mettre. Parce que si tu te dis avant même d'avoir essayé, non mais là, je suis pas trop dedans, tu seras jamais dedans. C'est Cimer, merci. Ouais, t'auras jamais envie de Comme t'y mettre. Simon s'y mettre. Donc quand j'ai... Franchement, il est épuisé. On va rien en faire. Donc vraiment quand j'essaie et que j'y arrive pas, que je vois que c'est nul, bon bah je fais autre chose. Mais il faut toujours essayer, au moins écrire 20 minutes, même si c'est de la merde, et c'est un super exercice d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans ce podcast, de se mettre à écrire même de la merde, juste pour se mettre dans le flow. Et au bout de 10 minutes, vous écrirez des trucs bien. Mais si c'est de la merde, soyez gentil, envoyez-le à vous-même, pas aux autres. Moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai point négatif à tout ça. Ouais. C'est que, du coup, tu as envie beaucoup plus souvent de juger les gens. C'est, pour moi, ce qui, à certains moments, surtout avec des proches, etc., je me dis... Faut arrêter l'hypocrisie. Tout le monde passe sa vie à juger les autres. Ouais, puis je trouve que c'est plutôt... C'est vrai. La réalité, c'est que tu croises quelqu'un, t'as un avis. Ouais, mais parfois... Même si tu le dis pas. Ouais, mais Il le dit souvent. Hein. t'as des potes... Non, mais pas lui. Ah. Mais en général. Non, mais tu vois, enfin, il y a des gens que j'apprécie et j'essaie de les garder autour de moi et parfois, putain, ça me coûte tellement de juste fermer ma gueule et de dire ah ouais, je comprends. Alors qu'en fait, à l'intérieur, tu t'aimerais juste être ignorant à ce Et moment-là. ça se trouve, eux, ils se disent pareil d'ailleurs. Mais parce que... Parce qu'on est tous le con d'un autre. Hein. Oui, c'est vrai. Ils se disent probablement pareil. Mais parce qu'il faut contextualiser. Si tu sens que ça n'aura aucun intérêt et que t'es pas si proche de cette personne et que t'as pas envie de l'aider, bon, il y a très peu d'intérêt que tu lui dises véritablement les choses. Donc effectivement, il y a des gens à qui tu partages partout, pas tout, mais c'est pas grave. Alors ceux avec lesquels tu partages partout, c'est un autre, un autre projet. Moi, à votre avis, je suis créatif ou scientifique? Toi, t'es scientifique. T'es créatif par accident. Est-ce qu'on est créatif autrement que par accident? C'est une bonne question. Je sais. Je pense que la créativité n'est pas un accident, c'est un cambriolage. Non, moi je dirais que t'es créatif et que pour améliorer ta créativité, t'as dû être scientifique pour qu'il y ait des résultats derrière. Aucunement. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je vais vous laisser, mais si vous pouvez en débattre entre vous. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Manuel, réponds À quoi? à la question. Est-ce que t'es créatif ou scientifique? Bah, ma question, c'était à votre avis, donc ça m'implique pas. Bah oui, mais ça y est, on a donné notre avis. Bah, Léo a pas fini apparemment. Si. C'était quoi? Pourquoi t'es pas d'accord? Moi, je pense que à la base, tu es un scientifique qui est devenu créatif parce que tu es dans un monde, dans un univers qui incite à l'être, et aussi parce que tu as énormément d'inspiration.
Tu lis beaucoup de livres, tu t'intéresses à l'art, etc. Donc forcément, tu deviens un créatif par l'inspiration. Mais je il était pense comme qu'à la base, Non. t'es pas un créatif. Non, à la base, en tant qu'enfant, c'est un créatif. Non, c'est un militaire, ça se voit. C'est un tueur à gages. Tu connais beaucoup de créatifs qui sont en costume H24. Mais justement, il s'est mis comme ça pour assouvir toute la créativité qu'il y avait au départ. Parce qu'il savait que s'il était que créatif, il allait pas être pris au sérieux. Ah non, mais moi, je suis né en costume. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ton point de vue, Manuel? Mon point de vue, c'est que je suis un scientifique qui ne se résout pas à un monde sans créativité. Exactement. Mais oui, mon background, c'est les maths. Hein. Je t'ai dit, c'est un militaire. Mais par contre, j'aime trop et j'ai trop d'admiration pour les créatifs, les vrais, pour les artistes, etc., pour ne pas essayer de les comprendre. Et souvent, ce qui manque autour d'eux, c'est on va dire une pratique un peu plus rigoureuse ou souvent qu'on attribue plus souvent aux scientifiques pour qu'ils puissent se concentrer sur leur créativité. Tu es l'opposé de Steve Jobs. Ah, c'est-à-dire? Bah, lui, c'est un créatif qui est devenu un scientifique. À la base, c'est quand même un gars qui écoute du Bob Dylan sur la route de l'Inde pour aller voir... Ouais, alors ça, c'est tard dans sa vie. Hein. Des moines et prendre du LSD, qui a fini par faire des ordinateurs. C'est un mec... Mais le scientifique de la bande, c'est Wozniak, je suis d'accord. Oui, bah c'est un mec qui s'est intéressé à l'informatique parce que il trouvait que la calligraphie, c'était beau. Ouais, c'est vrai. Mais il est devenu très fort. Mais bah, ça n'empêche pas. On peut être les deux. Mais finalement, ça rejoint notre sujet. On peut absolument être les deux profils. Il faut juste prioriser sur quoi on l'est. Moi, je sais que sur mon cœur de métier, je ne peux pas être externaliste. Il faut que je sois internaliste. Sur le reste des éléments de ma vie, alors pas tous, mais il y a certains éléments sur lesquels j'accepte d'être totalement externaliste. J'accepte de ne pas sortir avec des potes parce que je me dis « Oh, il fait pas super chaud ». C'est pas grave, ça n'a pas un grand impact sur ma vie. Sur mon travail, ça m'emmerde un peu plus parce que c'est mon travail. J'aimerais revenir sur... tout à l'heure, j'ai parlé du burn-out. C'est un sujet hyper touchy parce que c'est quand même grave et on peut aller voir un psy pour ça, etc. Donc c'est un sujet assez sérieux. J'aimerais revenir dessus. Le truc qui me dérange le plus, moi, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est un truc... Je parle beaucoup des créatifs parce que c'est ce que je connais le plus. Il y a beaucoup de gens qui invoquent tout de suite le syndrome de l'imposteur en disant « Non, mais je me sens pas à ma place, je mérite pas tout ce que j'ai, donc ça me bloque ». J'ai un peu de mal avec ce concept parce que je dirais pas qu'il n'existe pas, mais presque. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ça me gonfle. Le syndrome de l'imposteur. Mais tous ces trucs. En fait, tu te rends compte qu'il y a une mode de maladie. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans les rédactions des magazines de meufs, parce que c'est souvent dans ces magazines-là que ça se passe. Je suis désolé. Oui, je sais, ça vous plaît pas, mais j'assume. C'est dans Elle, c'est dans Vogue, c'est dans tous ces magazines. Ils se font des petits comités de rédaction, ils se disent « Bon, alors, c'est quoi la maladie à la mode en ce moment ?» Alors, on a eu le pervers narcissique, on a eu le syndrome de l'imposteur, on a eu... voilà, et il y a des modes. On a quand même mis des mots sur des trucs qui existaient déjà depuis des milliers d'années. Mais qu'on disait pas. Voilà, donc le burn-out, ça existait. Oui, mais on le disait pas. Voilà. On le disait pas. Les gens le subissaient et ne savaient pas en parler. Et ça permet d'en parler. Et de mettre des mots là-dessus. Je trouve qu'à force de marketer ces maladies, il y a des gens, c'est comme les hypocondriaques, ils se persuadent d'avoir cette maladie. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est tout le problème. Et ça me fait bien chier parce que souvent, dans ces mêmes magazines, c'est faites le questionnaire pour savoir si vous êtes en grande dépression. Quelle horreur. Et dans le mois prochain, on vous dira comment s'en sortir avec une recette à base de thé vert. On n'en a pas parlé. Un facteur d'externalisme évident, c'est l'horoscope. Ah, mais ça, c'est fou. Évidemment. C'est l'externalisme marketé. Mais ça, j'ai jamais compris. Parfois, j'ai entendu des proches dire « Oh là là, t'as vu ton horoscope ce mois-ci ?» Je suis en mode « Mais ta gueule, que je m'en fous !» Et d'ailleurs, même les signes astrologiques. Les gens qui se persuadent d'avoir une personnalité parce qu'ils sont nés en août. C'est juste qu'ils le lisent tous les mois, donc en fait ils y croient à un moment, quoi. Mais non, mais je suis un peu comme ça parce que je suis balance. Ah mais là on va passer pour des vraies pourritures, mais en même temps on les déteste ces gens-là. Je suis désolé. Non. Vrai. Et puis t'as les vrais de vrais qui arrivent avec les ascendants.
Oui. Là, ils vont voir Romain en disant toi t'as oh là 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 t'es cancer en Uranus hein, toi. Et je dis pas ça pour tes hémorroïdes hein. Il y a des couples, c'est pas mal. Il y a des couples qui se créent sur base de compatibilité, Mais ta gueule. de Mais signes astrologiques, d'ascendant et tout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui prennent en compte ces paramètres dans les apps de rencontre ou je sais pas quoi en disant ouh là 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 là, un Ah, mais c'est scorpion. certain. Mais jamais un scorpion. D'ailleurs, il y a peut-être une app qui existe Mais c'est possible, sûr. c'est possible. dont c'est le sujet, dont c'est le propos. Dites-nous. Si Mais vous- d'ailleurs, si je dis pas de savez. conneries, à un moment sur Facebook, tu avais l'option pour mettre ton signe astrologique ou des Ah ouais trucs comme ça dans ton profil. Ouais. Je suis sûr de ça. Bon, c'est sûr que oui, c'est ça. Bon, moi je vous déteste pas, je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à ça. Simplement, je pense qu'effectivement, c'est un facteur d'externalisme très important et avéré. Mais sur le syndrome de l'imposteur, oui, moi je suis pas hyper fan de ce truc-là parce que j'ai l'impression que c'est un moyen de vraiment se dédouaner de l'absence de travail et de l'absence de motivation. Et je crois que ça doit jamais marcher comme ça. Non, et puis surtout, Si vous vous sentez imposteur, bah démissionnez. ou travailler à la poste. Pas mal. Pas mal, pas mal. Putain. Non, mais si vous vous sentez imposteur, démissionnez. Si moi je me sens imposteur sur ma chaîne, eh ben je supprime ma chaîne. Si vraiment je sens que je suis un imposteur, je la file à quelqu'un. Ça veut dire que tu posteras plus de vidéos. Ça veut dire que je posterai plus de vidéos. Non, mais au bout d'un moment, tu peux pas, Ce qui est bizarre pour un imposteur. tu peux Ça, pas on avoir, tu peux pas avoir le syndrome de l'imposteur et en même temps garder tous les avantages. On l'a entendu avec les youtubeurs. De Non, quoi mais j'ai pas décidé d'être connu. Bah, t'as continué les vidéos, connard. Tu les as mis en public. Et voilà, t'as des. Ça. Bah, on Moi, va aller à ta mère. J'adore la phrase que Coluche disait. Il disait t'avais qu'à rester dans ta cuisine, personne serait venu te faire chier. Je l'adore. Elle Ouais, est c'est géniale. vrai. Elle est très vraie, en fait. C'est vrai. Non, donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que j'ai un peu de mal avec ce truc-là, qui existe peut-être. Je veux pas non plus remettre le terme en question, mais je pense qu'on se l'approprie trop souvent par manque de travail. Mais c'est justement parce qu'on les market beaucoup, qu'il y a des tonnes de QCM pour savoir On où se est-ce que t'en l'approprie. es, machin, etc., que les gens qui en souffrent véritablement sont noyés au milieu de tonnes de gens qui sont persuadés d'en souffrir comme une forme de lâcheté, en fait. Ouais. C'est une façon de ne pas faire face à soi-même. On dit, ah bah Exactement. c'est pas de ma faute, tu te rends compte, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me suis réveillé à 14h, j'ai le syndrome du dormeur, c'est hyper relou. Moi, j'ai le syndrome du gréviste. Ça c'est vrai. Tous les jours, je me mets en grève. C'est Surtout vrai. quand on n'a pas sport. Ouais, par exemple, quand on a passeport, je viens pas le mercredi, parce que le mercredi C'est précisément, la journée des enfants. J'ai Et donc le- de Léo. j'ai le syndrome du locataire. En fait, je me sens pas bien à ne pas résider dans l'appartement que je loue tous les mois. Donc, je viens pas le mercredi matin. Ce qui est faux d'ailleurs. En fait, je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est une manière de poétiser la peur d'avancer. C'est intéressant ça. C'est moins inconfortable de se cacher derrière une forme d'humilité que d'assumer qu'on se sent parfaitement à notre place. C'est-à-dire. Bah, c'est ce que disait Romain sur les créateurs qui n'ont pas voulu être connus, etc. C'est pas hyper humble Ça c'est vrai. de prétendre que t'avais envie d'être connu, que t'avais envie d'être regardé, etc. Donc je pense que c'est plus confortable pour les gens de se dire ah bah j'ai le syndrome de l'imposteur et par conséquent ils ont les réflexes qui vont avec, à savoir oh là là il y a beaucoup de gens qui me regardent, j'ai une responsabilité, je peux pas faire n'importe quoi, je me sens pas à ma place. Donc c'est beaucoup plus humble de te dire bah j'ai le syndrome de l'imposteur donc j'ai du mal à faire les trucs que de dire bah en fait je me sens parfaitement à ma place, c'est juste que j'ai trop peur de faire des trucs. On a surtout aussi le syndrome de la fausse humilité. Et ouais exactement. Alors que t'as les mêmes qui font croire qu'ils sont hyper humbles, qui sont nourris par les opinions de toute leur communauté, très diverses, etc. Et en même temps qui posent des consignes de vote. Moi, par exemple, j'ai aucune raison de pas me sentir à ma place. Je mérite parfaitement tout ce que j'ai dans la vie. Là-dessus, je suis internaliste. Mais en même temps, c'est bien. Et c'est bien d'être en paix vis-à-vis de ça. Mais bien sûr, t'as fait des choses pour. Donc, ouais, mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se dire ça. Parce qu'ils doivent des coups de piston, des entretiens, des machins, des trucs à des tonnes de gens. Alors, on doit tous quelque chose à quelqu'un. Pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais en même temps, quand c'est issu de ton travail, majoritairement, et de ce que tu as décidé pour la suite et de tes choix, t'es beaucoup plus en paix avec tout ça. Et c'est ce que je te disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu considères que tu le mérites pas, pourquoi tu l'as accepté? Bien sûr. T'acceptes pas d'être pistonné pour te lever tous les matins avec la boule au ventre en disant oh là là, je suis pas à ma place. Bah, il fallait y Bah, réfléchir si t'es avant. pas à ta place, bah la prends pas. Mais la réaction de tes interlocuteurs joue beaucoup. Souvent, même si ces gens-là l'assument parfaitement,
avec eux-mêmes, se réveillent le matin, sont très fiers de ce qu'ils font, etc. Sur quoi ils bossent. T'as toujours moins d'emmerdes ou tu plais à toujours plus de gens si tu fais croire à tout le monde que t'as eu la chance de. Ouais. C'est plus facile. Avoir la chance de. On peut faire un épisode là-dessus. On pourrait. On pourrait. Merci les gars. La bise. Bye bye.